Eh bien, Micheline, c'était un entraînement vraiment, vraiment exigeant. Ils vont bien dormir cette nuit? Oui. Comme je te disais lors du pré-brefage, c'était la dernière séance difficile avant notre important tournoi la semaine prochaine. Les 2 prochains entraînements seront physiquement moins exigeants. Les joueurs devraient être en excellente forme pour la compétition. Tu sembles avoir un groupe talentueux et ce tournoi devrait être une bonne expérience pour eux. Alors, nous sommes maintenant à la dernière étape de certification du contexte développement avancé. Comme nous en avons déjà discuté, une séance de débriefage a lieu lorsque l'exigence soutien aux athlètes à l'entraînement est complétée. Les objectifs du débriefage sont de te donner l'occasion de réfléchir sur les activités que tu devais mener et gérer pour ton évaluation, de discuter de ta performance et de faire un plan d'action pour la suite de ton perfectionnement professionnel. Le débriefage devrait prendre de 30 à 60 minutes, y compris l'élaboration du plan d'action. Tout au long du débriefage, je te poserai des questions. S'il te plaît, réponds-y le plus précisément possible. Il se peut aussi que je prenne des notes. Je veux te rassurer que ces notes vont me servir à compléter l'évaluation ou c'est peut-être des suggestions à discuter lorsque nous parlerons du plan d'action. Alors, si j'écris quelque chose, ne pense pas que c'est parce que tu as fait ou dit quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Avant de commencer, as-tu des questions concernant le débriefage? Non, tout est clair. Le processus que tu as décrit est le même que tu m'avais expliqué lors de notre conversation au téléphone. Ça résume clairement les documents que j'avais consultés dans la trousse d'évaluation de l'entraîneur. Pendant nos discussions avant la séance d'entraînement, tu m'as expliqué le contexte de cette séance particulière et pourquoi tu as choisi de mener un exercice en lien avec la méthode 1 pour l'attaque dans les mains du contreur et un exercice en lien avec la méthode 3 pour l'attaque sur courte arrière. En général, comment ça s'est passé selon toi lors de ces activités? En gros, je pense que mes exercices se sont bien déroulés. C'était peut-être un peu artificiel de choisir à ce temps-ci de la saison un exercice en lien avec la méthode 1 pour cette habileté. Mais comme nous avons beaucoup travaillé sur les aspects mécaniques de l'attaque dans les mains du contreur plus tôt cette saison, j'ai pensé que ce serait un bon exercice à utiliser pour mon évaluation. Puis, c'est probablement une bonne chose pour mes joueurs de revoir ces notions de base. Je pense que l'exercice sur l'attaque sur courte arrière s'est aussi bien déroulé. Comment comparerais-tu ces méthodes avec celles que tu utilisais avant de t'engager dans le programme de développement avancé? Certains aspects se ressemblent, mais d'autres sont assez différents. En gros, je pense que ça a été une bonne chose pour nous de travailler sur la lecture du jeu et la prise de décision, et pas seulement sur la technique. Je ne peux pas dire que je maîtrise tout à 100%, mais ça s'en vient. D'accord. Maintenant, dis-moi comment tu utilises les méthodes 1, 2 et 3 dans ton programme depuis le début de la saison. Laquelle as-tu utilisé le plus et pourquoi? J'ai surtout utilisé la méthode 1 au cours des premières semaines du programme parce que je voulais que l'équipe se concentre sur les aspects de base. Puis j'ai progressivement ajouté des exercices en lien avec la méthode 2 pour réviser les repères et décisions avec lesquels les joueurs doivent se familiariser. Ceci a été particulièrement profitable, surtout avec les nouvelles habiletés ajoutées à notre répertoire cette saison. Il y a 2 semaines, j'ai commencé à introduire quelques exercices en lien avec la méthode 3 dans nos entraînements. J'ai pensé que ce serait une bonne façon de préparer notre attaque pour le prochain tournoi. Durant l'exercice relié à la méthode 1, j'ai remarqué que tu t'es placé derrière les attaquants. Peux-tu me dire pourquoi tu as choisi cette position pour observer? Je trouve que cet endroit me permet d'avoir le même point de vue que les joueurs. Je me place aussi un peu en angle pour pouvoir évaluer l'exécution et la façon que l'athlète lit le jeu. Même si c'est plutôt un aspect de base du module de l'attaque dans les mains du passeur, as-tu remarqué que le joueur numéro 8 demeurait à l'intérieur du terrain chaque fois qu'il allait frapper le ballon? Pourquoi penses-tu qu'il faisait cela? Oui, j'ai remarqué. L'angle d'approche ne semblait pas être correct. Je pense que c'était parce que la passe de réception était trop basse et le joueur n'avait pas le temps de sortir du terrain pour faire son approche. J'ai remarqué que tu as décidé de ne pas intervenir dans cette situation. Maintenant qu'on en parle, prendrais-tu la même décision? J'interviendrai probablement la prochaine fois. Je demanderai au réceptionneur de faire la passe plus haute ou je demanderai aux joueurs de se déplacer plus rapidement pour sortir du terrain. Si tu choisissais d'intervenir, que dirais-tu au joueur numéro 8 concernant les repères de cet exercice concernant l'approche? Et pourquoi? Je lui dirais de prendre 3 grands pas glissés vers la gauche immédiatement après la réception pour avoir un meilleur angle d'approche. Quels repères demanderais-tu au joueur de surveiller dans l'exercice en lien avec la méthode 1 et quelles décisions devrait-il prendre? Ah oui, j'avais oublié. Il faut aussi faire attention à la lecture du jeu et à la prise de décision.
Avant le service, je lui demanderai de vérifier que sa position de départ par rapport à la ligne de côté est bonne. Quand le ballon approche, il doit se concentrer sur le ballon et préparer son plateau de contact rapidement. Dans ce genre de situation, il devrait savoir où ira le passeur, mais il doit confirmer la position finale du passeur et faire des ajustements au contact, si nécessaire pour que la passe de réception soit assez haute. Comme c'était un exercice en lien avec la méthode 1, le service n'était pas trop difficile et le réceptionneur devrait essayer de passer le ballon directement au filet et à environ 3 mètres au-dessus de la bande supérieure. D'accord. C'est un bon exemple de comment conscientiser un joueur sur les aspects de base de la lecture du jeu et la prise de décision lors d'un exercice en lien avec la méthode 1. Dans l'exercice en lien avec la méthode 3 que tu as utilisé, il y a un risque que l'attaquant entre en contact avec un coéquipier ou un contreur lors de son atterrissage. Bien que cela ne se soit pas passé cette fois, que pourrais-tu dire aux joueurs pour minimiser les risques de blessure? Oui, je me souviens de quelques occasions où les joueurs sont presque entrés en collision parce que l'attaquant sautait vers l'avant et atterrissait de l'autre côté de la ligne centrale. Que ferais-tu à l'avenir pour y remédier? La solution serait de travailler sur le déplacement du joueur pour qu'il ne se laisse pas dériver sous le filet. Pourquoi accorder de l'importance à cet aspect en particulier? Si le déplacement est corrigé, le joueur sautera davantage vers le haut et sera moins décalé vers l'avant. Y a-t-il autre chose que tu pourrais faire pour que les joueurs ne décalent pas sous le filet? Je ne vois rien d'autre pour l'instant. Y a-t-il certaines règles que tu pourrais mettre en place durant l'exercice pour motiver les joueurs à ne plus dériver au-delà de la ligne centrale? Peut-être pour les attaquants, ils pourraient perdre le point s'ils touchent la ligne centrale. Oui, ça semble être une bonne idée. Si je peux suggérer autre chose, tu pourrais demander au passeur d'éloigner le ballon du filet ou encore souligner l'importance de la sécurité lorsque tu expliques et démontres l'exercice. Nous reviendrons sur cet aspect particulier dans un instant. Pour chaque exercice que tu as utilisé, quelle serait la suite progressive et pourquoi? Je pourrais utiliser un exercice de la méthode 2 comme suite à l'exercice de la méthode 1 et utiliser une simulation de jeu comme suite à l'exercice de la méthode 3. Te souviens-tu que l'un des modules de formation en ligne portait sur le concept de surcharge? L'atelier contenait probablement des exemples sur la façon d'ajouter une surcharge à une activité. Comment pourrait-on apporter une surcharge à l'exercice de la méthode 1 que tu as utilisé avant de passer à un éducatif lié à la méthode 2? Oui, je pense que j'aurais pu ajouter un autre repère à surveiller, par exemple un troisième contreur. J'aurais pu rendre la tâche plus difficile en ayant un contre plus imposant. Je pourrais aussi ajouter une action physique avant l'exécution du geste ou réduire le temps disponible pour faire le geste en demandant une passe plus rapide. Je vais maintenant te partager certaines observations que j'ai faites lors de la séance d'entraînement. Mes commentaires cibleront certains comportements précis qui sont énumérés sur les formulaires d'évaluation que j'ai utilisés. Ce sont les mêmes formulaires que tu as téléchargés à partir de la trousse d'évaluation. Discutons en premier lieu du processus d'enseignement. Ton organisation était excellente et tu as satisfait à toutes les exigences. L'équipement requis pour chaque activité était aisément disponible, il y avait suffisamment d'équipement pour tous et le temps a été utilisé de façon optimale. Tu as inspecté le gymnase avant la séance pour en vérifier la sécurité, tu avais un téléphone cellulaire chargé avec toi, tu m'as donné une copie de ton plan d'action d'urgence et tu m'as montré le dossier où tu gardes les fiches médicales de tes athlètes ainsi que les numéros à contacter en cas d'urgence. En général, tes explications et tes démonstrations ont satisfait à la majorité des normes prévues. Tous les athlètes pouvaient bien te voir et t'entendre, ton message était clair, la démonstration était bonne et techniquement juste, et tu t'es assuré qu'ils comprenaient. À partir de notre discussion antérieure sur les risques de collision lors de l'exercice lié à la méthode 3 que tu as utilisée, que dirais-tu aux joueurs lorsque tu expliques l'exercice? Durant l'explication, j'insisterai pour que les attaquants aient une bonne approche pour éviter la dérive au-dessous du filet. Je m'assurerai également de bien ancrer ce comportement chez les athlètes durant un match simulé en perdant le point pour une telle action. Peux-tu me dire ce que tu dirais pour faire en sorte que les joueurs comprennent bien ce que signifie avoir une bonne approche? Ils devraient sauter à la verticale. Peux-tu être plus précise? J'encouragerai les athlètes à faire un grand deuxième pas avant le pas final. D'accord, merci. Un aspect que je n'ai pas vu lors de ton explication et ta démonstration pour chaque exercice est la composante de lecture du jeu et la prise de décision. Tu as insisté surtout sur l'exécution. As-tu des commentaires à ce sujet?
Oui, tu as raison, je n'ai pas insisté autant que j'aurais dû sur la lecture du jeu et la prise de décision. Nous avons déjà parlé de cet aspect pour ton exercice de la méthode 1. Si tu avais à expliquer à nouveau l'exercice lié à la méthode 3, comment traiterais-tu la lecture du jeu et la prise de décision? Oui, les aspects se rapportant à la lecture du jeu et à la prise de décision sont des aspects importants de la performance dans cet exercice d'attaque. Je demanderais aux contreurs de se concentrer sur les pieds des attaquants. Mais c'est surtout un exercice d'attaque. Sur quels repères les attaquants devraient-ils se focaliser? Je pense que les attaquants ont bien réussi lors de cet exercice. Ce sont les contreurs qui n'exécutaient pas correctement. Ils ne semblaient pas regarder les pieds des attaquants. Pourquoi, à ton avis? Bien, ils ont réussi à marquer le point la moitié du temps. Est-ce que c'était le résultat anticipé vu les conditions mises en place pour l'exercice? Je ne sais pas. Il y avait 3 contreurs. Je voulais aussi que le réceptionneur ait une balle difficile à réceptionner pour que le passeur soit mis au défi, comme ça sera sûrement le cas lors du tournoi la semaine prochaine. Penses-tu que cela procure un avantage à l'attaque dans ce cas? Ça dépend du contrôle du passeur sur le ballon. As-tu d'autres commentaires à ce moment? Non, pas vraiment. Si un athlète te demandait « Qu'est-ce que je devrais regarder lorsque je contre ?» dans cet exercice en particulier, que dirais-tu? Comme j'ai dit, la chose la plus importante à regarder, c'est les pieds, mais il y a aussi le ballon. C'est là-dessus qu'il devrait se concentrer au contre. D'accord. Parlons maintenant de quelques interventions que tu as faites. En général, la qualité du feedback que tu as donné était satisfaisante. C'était positif, très spécifique, ciblé sur ce que les joueurs devaient faire et comment ils devaient exécuter les actions. Durant ces exercices, dirais-tu que tu as donné pas assez, trop ou juste assez de feedback? Je pense que la quantité de feedback était correcte dans la majorité des cas. J'avais l'habitude de parler beaucoup durant les exercices. Maintenant, j'essaie d'interrompre l'action seulement lorsque c'est vraiment nécessaire. Je les laisse exécuter et je dis quelque chose seulement lorsqu'ils sont vraiment dans l'erreur. Je me concentre aussi sur l'aspect le plus important et j'essaie de décrire très précisément ce qu'il doit être fait et comment. J'ai aussi remarqué que tu commences presque toujours par une question. Oui, j'ai appris ça dans les modules de formation en ligne. Mon but est qu'ils décrivent ce qu'ils essayent de faire et qu'ils trouvent par eux-mêmes ce qu'ils devraient faire dans ces situations. Et ça semble vraiment fonctionner. Les joueurs sont plus engagés et ils essayent de trouver des solutions par eux-mêmes. Ils sont devenus plus indépendants, ce qui, je pense, est une bonne chose. Je t'encourage à continuer l'approche de questionnement et de feedback différé car elles sont efficaces. J'ai aussi remarqué qu'après avoir fait une intervention, tu observes à nouveau le joueur plutôt que de tourner immédiatement vers un autre groupe. Pourquoi faisais-tu cela? Bien, je vais être certaine que le joueur a compris le message. Je ne m'attends pas que l'erreur soit corrigée tout de suite. Ce n'est pas toujours possible, mais au moins je vais être sûre qu'ils ont compris le message et qu'ils essayent de mettre en œuvre la solution. Bien. Tu sembles appliquer les principes du feedback de façon très efficace. As-tu vu un impact sur le comportement des joueurs? En effet, je pense que les joueurs sont un peu plus autonomes et ils semblent être plus attentifs lorsque je leur parle. J'imagine qu'ils s'attendent à ce que je leur pose une question et ils veulent montrer qu'ils connaissent le jeu. Discutons maintenant les méthodes et programmes que tu as utilisés. Pour ton programme de la méthode 1, tu as utilisé un exercice de niveau intermédiaire, ce qui était une des exigences. Aussi, les conditions d'entraînement reflétaient presque tout ce qui est recommandé pour les étapes initiales du développement d'une habileté. Tu as utilisé la méthode globale, le déroulement général de l'exercice était clair, les joueurs avaient une bonne idée de ce qu'ils devaient faire, ils ont pratiqué à un rythme qu'ils pouvaient soutenir, ils ont fait un grand nombre de répétitions et les aspects mécaniques de l'action ont été soulignés de façon adéquate. Si on te demandait de changer une chose dans cet exercice, qu'est-ce que ce serait? Je ne pense pas que je modifierais le programme lui-même. Je pense qu'il est correct comme il est, mais j'insisterai davantage sur les aspects de lecture du jeu et de prise de décision dont nous avons parlé, et je focaliserai aussi sur une cible externe d'attention durant l'exécution. Peux-tu me parler un peu plus du concept de cible externe d'attention durant l'exécution? Je dois admettre que ça n'a pas toujours été clair pour moi, mais en fait, c'est assez simple quand tu y penses. Ce n'est pas qu'un joueur ne devrait jamais penser à sa posture ou à la position de ses bras ou d'autres choses comme ça. C'est juste que le meilleur moment pour y penser, c'est avant de commencer l'action. Lorsqu'ils font l'action, leur attention doit se porter sur ce qu'ils essayent d'accomplir. Oui, c'est en effet une bonne façon de le dire. Et pour ton programme de la méthode 3, peux-tu m'expliquer de nouveau comment l'attaque a été avantagée? Bien,
d'après nos discussions plus tôt, je vois que mon exercice aurait besoin de certains ajustements, car je ne suis pas tout à fait certaine que l'attaque était avantagée. As-tu une idée de comment le faire? Bien, je pense que si le passeur faisait une meilleure passe, ce serait un facteur. Ça couvre les points que je voulais soulever. As-tu des questions ou des remarques avant que nous abordions le plan d'action? Pas vraiment. Alors, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je passe? J'ai vraiment besoin de ma certification pour les championnats nationaux dans 5 semaines. En général, je pense que ta performance était assez bonne. Tu as satisfait les exigences pour la plupart des critères et dans certains cas, tu as même dépassé les exigences minimales. Toutefois, il y a aussi certains aspects que je considère limites. Comme tu sais, les normes minimales doivent être satisfaites pour tous les critères pour que la certification soit accordée. J'aimerais réviser mes notes une dernière fois et considérer l'information additionnelle que je viens de recevoir avant de passer à l'étape du plan d'action. Si tu es pressé par le temps et que tu dois partir maintenant, nous pourrions conclure demain par téléphone. Mais si tu peux me donner une vingtaine de minutes, on pourrait se revoir dans 10 minutes pour discuter du plan d'action. Pas de problème, je peux attendre. J'ai travaillé fort pour obtenir cette certification, j'en ai vraiment besoin. Je vais juste ranger mes choses dans l'auto et je reviendrai dans 10 minutes environ. Bon, nous sommes maintenant à l'étape du plan d'action. C'est une étape importante pour ta formation continue puisque la certification ne devrait pas être vue comme la fin du processus, mais comme une étape importante dans ton parcours. Avant de commencer, je veux m'assurer que tu avais bien compris toutes les exigences de la certification et les tâches que tu devais accomplir. Est-ce que c'est le cas? Oui, ce l'était, mais je pense que je n'ai pas trop bien réussi dans mon programme de la méthode 3. Exact? Bien, je ne dirais pas ça, mais il y a en effet quelques aspects que je considère sous les normes dans la façon que tu as mis en œuvre les lignes directrices de la méthode 3 dans une de tes tâches. Peux-tu me dire de quels aspects je parle? Oui, je pense que le problème était toute cette chose concernant qui avait vraiment l'avantage durant l'exercice de l'attaque sur courte arrière. C'est ça? En grande partie, oui. Ton organisation était bonne, ton explication aux joueurs était parfaite et tes interventions durant l'exercice étaient aussi assez bonnes. Toutefois, la structure de l'exercice contenait quelques contradictions dans la manière de créer l'avantage et l'objectif général de l'exercice n'a pas été atteint. Les attaquants doivent avoir l'avantage et ils doivent aussi bien comprendre sur quels repères ils doivent se concentrer afin d'exploiter la situation. Pour ce critère en particulier, je ne peux pas te donner la note de passage. Cependant, tu as très bien réussi pour le programme en lien avec la méthode 1 et l'exercice d'attaque dans les mains du contreur et tes habiletés en enseignement sont très bonnes, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui. Comment pourrais-tu me montrer que tu peux réaliser ce programme ou un autre en lien avec la méthode 3 d'une façon qui est conforme aux lignes directrices de Volleyball Canada? Bien, je pourrais t'envoyer une vidéo. Nous avons une autre séance d'entraînement dans 2 jours et je voulais faire cet exercice une autre fois lors de cette séance. Est-ce que ce serait OK si je t'envoyais une vidéo? C'est une bonne idée. Je n'ai pas besoin d'une vidéo complète de 12 à 15 minutes comme si tu avais choisi l'option vidéo. J'ai vu tout ce que je voulais voir en termes de sécurité, ton organisation, ton habileté à expliquer et à donner du feedback, etc. Mais seulement une vidéo ne serait peut-être pas tout à fait assez. J'aimerais aussi voir un schéma montrant les choses suivantes. Le nombre de joueurs impliqués de chaque côté et leur position de départ, comment s'amorce le jeu, ce que les attaquants essaient de faire, ce que les contreurs et les autres défenseurs essaient de faire, comment l'avantage serait créé pour l'attaque et pourquoi cela constitue un avantage. Si tu m'envoies cette information avec une courte vidéo de 2 à 3 minutes où je peux voir les joueurs en action et que l'attaque a vraiment le type d'avantage que tu décris, ce serait tout ce dont j'aurais besoin pour valider que tu satisfais à la norme. Si nécessaire, consulte les modules en ligne traitant des méthodes pour la spécificité de la méthode 3 et regarde quelques exemples d'exercices dans le cahier de travail de l'entraîneur pour voir différents modèles. Si je reçois cette vidéo plus tard cette semaine, je la regarderai immédiatement et si ces points sont clarifiés, je soumettrai mon rapport immédiatement, car c'est vraiment la seule chose que je considère comme ne satisfaisant pas aux normes de certification. Est-ce que ça te va? Oui, naturellement. Ça ne devrait pas être un problème. J'avais peur de devoir tout refaire. Ce n'est pas nécessaire. Avec ce système d'évaluation, seuls les éléments qui ne satisfont pas les normes requises doivent être refaits. Et en ce qui te concerne, c'est un aspect très spécifique que je dois valider. Si plusieurs éléments de ta performance devaient être refaits, tu aurais peut-être eu à payer des frais additionnels d'évaluation, mais dans ce cas, il me faudra moins de 5 minutes pour vérifier ce que tu vas soumettre et aucun frais additionnel ne sera exigé.
Je t'ai déjà mentionné que tu avais satisfait à toutes les normes relatives aux aspects touchant l'enseignement et à l'exécution du programme en lien avec la méthode 1. Même si tes habiletés d'enseignement sont assez bonnes, je te suggère pour ton perfectionnement continu de considérer te filmer sur vidéo et d'utiliser les grilles qui font partie de la trousse d'évaluation de l'entraîneur pour t'auto-évaluer sur une base régulière. En passant, ce sont les mêmes grilles que celles que j'ai utilisées aujourd'hui. Tu pourrais aussi penser à faire ceci pour toutes les activités que tu fais en coaching. Ne sois pas trop critique envers toi-même, mais vois comment tu pourrais encore améliorer certaines choses. Y a-t-il autre chose à laquelle tu pourrais penser? Je pourrais demander aux joueurs de me donner du feedback. Je pourrais aussi demander à un autre entraîneur de m'observer. J'ai aussi une amie qui ne connaît rien à propos du volleyball, mais qui est une enseignante d'expérience. Je suis certain qu'elle pourrait me faire des remarques utiles sur la façon dont j'interagis avec les joueurs. Même si l'analyse de la performance n'était pas l'aspect central de cette évaluation, et même si tu as obtenu un assez bon score dans l'évaluation et l'analyse de la performance, il s'agit d'un aspect important du travail de l'entraîneur. Et je t'encouragerais à réfléchir de manière critique sur ton approche ou tes stratégies actuellement en matière d'analyse de la performance pour que tu deviennes encore plus efficace dans ce domaine. Tes habiletés à intervenir efficacement et à donner du feedback, ainsi que tes connaissances dans ce domaine particulier semblent être excellentes et, à mon avis, dépassent ce qui est requis pour la certification. Tu sembles avoir un intérêt particulier pour ce sujet. Tu pourrais penser à rencontrer des étudiants diplômés ou des experts universitaires dans le domaine de l'apprentissage moteur afin de te tenir au courant des nouveaux résultats et de recherches appliquées. As-tu d'autres idées de perfectionnement professionnel? C'est une chose à laquelle je pense depuis quelque temps. Je pense que ces experts seraient plus ouverts à en discuter si je faisais état de quelques problèmes ou tendances que j'ai observées au cours des années. Peut-être que des projets précis de recherche pourraient même être envisagés. Bien. Je pense que nous avons couvert tous les points que nous avions à traiter aujourd'hui. Merci pour ton temps et ton engagement dans ce processus. J'espère que ça a été une expérience d'apprentissage utile. Je m'attends à recevoir ta description de l'éducatif et la vidéo dans les prochains jours, puis je te contacterai peu de temps après. Bonne chance avec le prochain tournoi. Merci beaucoup. Ça a été un processus très enrichissant et ça m'a apporté beaucoup. Merci pour ton feedback et je t'enverrai le matériel requis dans quelques jours.